chers membres, chers collègues aussi d'autres comités internationaux de l'ICOM que nous avons invités à nous rejoindre désormais sur ce second cycle de 10 Zoom que nous avons lancé à ICOM France après l'intérêt que les membres d'ICOM avaient manifesté sur le cycle précédent d'une dizaine de Zooms également. Merci à tous ceux qui sont là et je remercierai les participants au fur et à mesure qui nous rejoindront. Estelle Guildébut, comme elle vous l'a dit tout à l'heure, est malheureusement retenue par un impératif. Elle a préparé avec vous cette séance, je l'en remercie vivement, mais c'est du coup moi qui vais être votre modératrice. J'espère être à la hauteur de cette tâche, de cette difficile tâche. Je suis, vous me connaissez peut-être, Juliette Raouliva, la présidente d'ICOM France. On va ensemble parler des métamorphoses du travail que cette crise sanitaire a entraînées. C'est un sujet d'une importance capitale, je crois qu'on en convient tous. Merci à tous les intervenants, les intervenantes d'ailleurs, parce que nous sommes une tablée de femmes, d'avoir accepté de se mobiliser à nos côtés pour ce débat qui touche à notre réalité professionnelle quotidienne. Mais peut-être aujourd'hui, 15 décembre, il est difficile de ne pas commencer la session sans dire un mot sur la situation bien particulière que nous vivons, puisque ce devait être aujourd'hui le jour de la réouverture des musées en France et que je m'apprêtais à vous tenir en introduction un discours de joie. Mais nous avons tous entendu jeudi dernier la décision gouvernementale de reporter au 7 janvier au mieux l'ouverture de nos musées. Depuis plusieurs jours, nous entendions que la situation s'aggravait. Nous avions vu nos amis allemands fermer leurs musées, nos collègues italiens aussi, quelques autres en Europe et autour de nous. Mais disons qu'en France, jusqu'au dernier moment, nous ne pensions pas que la réouverture serait reportée. Vous avez, pour certains d'entre vous, été pris de court et je mesure à quel point être pris de court peut vous sembler injuste. La situation sanitaire exige assurément cette précaution. Mais, disons-le, nous restons étonnés que cette décision n'ait pas été peut-être plus concertée. Les musées ont fait la preuve, depuis le début de la pandémie, d'une attitude exemplaire, qu'il s'agisse de leur capacité de créativité, de leur respect des consignes, comme de leur détermination à se tourner vers l'avenir. Et bien sûr, il nous faudra continuer dans cette voie de la responsabilité et de la résilience. Nous le devons à nos publics qui attendent de nous que nous préparions la suite, que nous soyons demain des musées capables d'accueillir tous les publics et de se mettre en action pour participer à la reconstruction. Reconstruction, c'était le mot de notre débat du 25 septembre dernier. Nous publierons les actes dans très peu de temps. Je crois que nous sommes tous dans cette dynamique de réfléchir à la reconstruction et au musée d'après. Cette introduction d'actualité, à mon avis, renforce l'importance du sujet que nous traitons aujourd'hui. Plus que jamais, nos professions dans les musées s'exerceront différemment. Certaines fonctions, comme le numérique, mais pas que, ont pris une place qu'elles n'avaient pas. Travailler à distance, mettre la question de la durabilité encore plus au cœur de nos sujets que nous le faisions auparavant, coopérer entre nous, coopérer avec nos collègues étrangers, que je remercie pour ceux qui sont là. Je remercie en particulier, on a eu un petit échange en anglais, Elena Tokila, la présidente du comité international ICTOP, le comité d'ICOM, qui traite des questions de formation professionnelle. Je la remercie d'être aujourd'hui avec nous. Toutes ces transformations vont faire que travailler dans un musée ne sera pas tout à fait pareil après le Covid, après la Covid, j'en sais rien, qu'avant la Covid. Vous avez compris qu'à ICOM France, notre centre d'intérêt, c'est vous. Vous et les conditions dans lesquelles vous exercez votre métier, vous, les professionnels de musée. C'est pour vous informer que nous faisons ces Zooms et c'est pour être au plus près de vous que nous organisons ces débats. L'enjeu d'aujourd'hui, on l'a appelé solidarité. Le Zoom, le nouveau cycle, on l'a appelé solidarité. C'est parce qu'on a voulu affirmer que la solidarité, c'était la trame qui allait nous lier avec tous nos collègues à l'international.
les nouvelles formes génèrent-elles, les nouvelles formes de travail génèrent-elles de nouvelles solidarités? Euh, le confinement, les fermetures de musées, le travail à distance, la précarisation suscitent, on le sait, des élans de générosité, des désirs d'échange, des espoirs de partage. Concrètement, d'après votre expérience, comment cela se traduit-il? Est-ce qu'à votre avis, c'est durable? Les nouvelles formes de travail qui sont apparues depuis la crise sanitaire, qui ont entraîné de la solidarité entre musées différents, qui soient mutualisés, qui soient partenaires ou qui ne soient pas encore partenaires, que les professionnels travaillent de façon précaire ou de façon statutaire. Ces nouvelles formes de travail et de coopération entre les musées se sont transformées au cours de la crise et c'est de cela peut-être que nous allons en parler aujourd'hui. Pour discuter avec nos collègues qui, j'espère, vont arriver à nous rejoindre, nous accueillons donc sur ce Zoom des intervenantes toutes plus compétentes et je crois mobilisées les unes que les autres. Je cite dans l'ordre d'apparition à l'écran, si j'ose dire, Anne Dopfer, qui est conservatrice générale du patrimoine et directrice des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes, c'est-à-dire le musée Fernand Léger à Biot, Chagall à Nice et Picasso à Antibes. Claire Cesbron, responsable du service des publics au musée de Pont-Aven et au musée de la Pêche, deux musées mutualisés gérés par Concarneau Cornouailles Agglomération. Romane Sarfati, chère Romane, nous nous sommes parlé au téléphone. Vous êtes directrice générale de la Manufacture nationale de Sèvres et des musées nationaux de Sèvres et de Limoges, cité de la céramique. Merci d'être avec nous. Et Béatrice Salmon, qui est directrice du Centre national des arts plastiques. Et j'ai déjà cité Léna Tokila, qui, outre sa position de présidente du comité international ICT-OP, et travaille en Finlande, au musée. J'ai un trou sur son établissement d'origine, je vais le retrouver tout de suite. Pour aborder toutes ces questions, nous avons 1h30, un petit peu moins après ma longue intervention. Chacune d'entre vous va s'exprimer peut-être une dizaine de minutes maximum, peut-être même un peu moins, mais c'est à vous de voir pour que nous puissions laisser place au débat et laisser place à nos participants. Sachez que vous êtes filmés, que vous l'avez compris, vous êtes interprétés. Vous êtes enregistré, donc on mettra nos débats sur la chaîne YouTube. Si par hasard vous ne voulez pas que vos visages, je parle surtout aux participants, peut-être pas aux orateurs, que vos visages soient sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de couper votre caméra et n'oubliez pas en tout état de cause de couper votre son quand vous ne parlez pas parce que ça peut faire des interférences. Commençons avec vous, chère Anne Dopfer. 3 musées nationaux, mutualisés. Quel retour d'expérience pouvez-vous nous apporter comme directrice, comme chef d'orchestre de ces 3 sites? Quelles difficultés du travail à distance organisé dans des conditions tout à fait soudaines avez-vous rencontré? Quels moyens sont à votre disposition? Moyens matériels, moyens humains peut-être? Comment préparez-vous la programmation 2021? Quel mode organisationnel? Comment pensez-vous que le travail à distance, le télétravail, comme on dit, se pérennisera? Voilà, toutes sortes de questions. Je vous passe la parole, chère Anne Dopfer, pour quelques minutes et vous remercie encore une fois d'être avec nous. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Alors, d'abord, merci beaucoup de cette invitation à participer à cette table ronde. Des remerciements à la fois parce que je crois que c'est important que nous puissions nous parler, communiquer, échanger sur nos expériences, mais aussi parce qu'on a, dans cette période si difficile, où se posent tellement de problèmes pratiques et techniques, on a aussi besoin de redonner du sens. Et le thème des solidarités que vous nous avez proposé est un thème fort qui nous rappelle au sens de ce que nous faisons, aux raisons pour lesquelles nous exerçons ce métier.
Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être juste présenter notre structure pour que vous compreniez bien son fonctionnement particulier dans cette période Covid. Donc, les 3 musées nationaux, vous les avez cités, Chagall, Léger et Chapelle Picasso à Valoris, sont regroupés dans un service à compétence nationale qui dépend du ministère de la Culture, qui est donc en gros un service extérieur du ministère de la Culture. Et nous partageons ce statut de service à compétence nationale avec une douzaine d'autres musées nationaux que vous connaissez, qui sont ceux qui ne sont pas devenus établissements publics, donc au hasard, Compiègne, Malmaison, j'en passe et des meilleurs. Nous avons des missions que nous exerçons à côté de la réunion des musées nationaux, Grand Palais, qui est chargée d'un certain nombre de fonctions commerciales. Ces 3 musées sont des créations du XXe siècle, donc 1956 pour la chapelle Picasso à Valoris, 1960 pour le musée Fernand Léger, créé comme un musée privé puis donné à l'État en 69, 1973 pour le musée national Marc Chagall après une donation à l'État. Donc ce sont des musées relativement récents, mais qui fonctionnent de manière mutualisée déjà depuis 1994. Donc on a un peu précédé la vague de regroupement de musées qu'on connaît depuis une quinzaine d'années. Et donc on a une solide expérience dans ce domaine. Je dirais que la solidarité fait partie de notre ADN et cela se traduit dans tous les champs, c'est-à-dire que nous avons des équipes spécialisées dans les musées qui sont en général plutôt les équipes culturelles, parce que je crois que pour bien exercer notre mission, il faut partir d'un donné qui sont les collections, qui sont l'artiste, qui sont l'histoire de ces collections. Mais nous avons ensuite des équipes mutualisées qui en fait agissent sur les 3 sites. Donc, nous savons déjà travailler à distance, nous savons déjà assumer tout ce travail de coordination Nation, qui est beaucoup plus c'est long beaucoup plus long. quand on est en situation Covid. Et par ailleurs, cette solidarité, elle s'exerce aussi d'un point de vue financier, puisque nous mutualisons les recettes. Parmi ces 3 musées, nous avons incontestablement une locomotive qui est le musée Chagall à Nice, qui est la meilleure fréquentation dans la Côte d'Azur. Et nous accueillons en temps normal 180 000 visiteurs par an. Les recettes générées à Chagall nous permettent de financer les projets dans les autres musées qui ont des fréquentations moindres. Alors, sur cet acquis, en fait, on s'est trouvé, comme vous tous, confrontés à la situation du Covid et on a mis en place des outils relativement rapidement pour travailler de manière intersite. On avait en particulier déjà des serveurs communs pour avoir accès aux ressources, puisque je dois dire que c'est l'un des problèmes. Quand on a envoyé les gens en télétravail du jour au lendemain, l'une des difficultés, c'est qu'ils n'avaient pas chez eux les dossiers, les ressources partagées. Et donc, ce que nous avions déjà mis en place, ce que nous continuons de mettre en place, par exemple, en termes de serveurs, de standards mutualisés, est aussi très utile. Alors, au début du confinement, les agents n'étaient pas équipés en matériel informatique, mais à la fin du premier confinement, tout cela s'est beaucoup amélioré et en particulier, on a été doté de clés RSA qui nous permettent à distance d'avoir accès aux ressources. Nous avons, comme vous tous, appris à travailler, à faire des réunions en visio ou en audio. Et je dois dire qu'au début, j'en ai personnellement conçu un certain plaisir parce que je trouvais que les réunions étaient relativement plus efficaces. C'est-à-dire que chacun sait que le temps de parole est limité, que les interactions que les Français aiment beaucoup et qui font des réunions très longues, c'était un peu plus efficace. Mais au fil du temps, je me suis aperçue en même temps qu'il y a toute la communication parallèle qui s'établit autour des réunions, avant les réunions, après les réunions, qui ne permettait plus les échanges informels qui sont si précieux pourtant pour rester sur la même longueur d'onde. Et puis, j'ai rapidement vu également que le lien qui était du coup le plus distendu, c'était le lien entre les équipes administratives et culturelles et l'accueil et la surveillance,
puisqu'ils étaient beaucoup moins nombreux et que du coup, on n'avait plus cet échange quotidien et ça m'a paru extrêmement problématique. C'est pourquoi on a mis en place assez rapidement des moyens de communication que nous n'utilisions pas tellement avant, c'est-à-dire des échanges de mails avec l'ensemble des agents, en particulier pour les interroger sur les plans de reprise d'activité que nous mettions en place, mais également d'autres moyens comme les moyens un peu plus informels des réseaux sociaux pour les tenir informés de l'activité qui se passait au musée, mais qu'ils ne voyaient pas puisqu'ils le fréquentaient moins souvent. Et il m'est apparu qu'il était très important de diversifier ces outils et de maintenir ce lien et de les faire évoluer constamment au fur et à mesure que la situation se prolonge. En particulier, nous avons décidé de mettre en place une newsletter parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans nos musées malgré la fermeture et le confinement et que c'est important d'en tenir au courant les équipes et de qu'ils n'arrivent pas avec un monceau de choses à rattraper quand nous rouvrirons. Je pense aussi qu'il y a un domaine où on n'a pas assez été proactif, mais qui est très important, c'est la question de la formation à distance. Et au moment où nous avons conçu nos plans de formation pour 2021, j'ai demandé qu'un effort particulier soit fait dans ce domaine et en particulier vis-à-vis des agents d'accueil et de surveillance, dont on n'est pas toujours sûr qu'ils sont équipés d'un point de vue informatique, mais ils vont le devenir petit à petit puisqu'il y a un certain nombre d'éléments, par exemple de gestion de carrière, qui sont désormais gérés par l'informatique. Alors, il y a un second domaine où il était très important de garder à l'esprit ce sens de la solidarité, c'était dans nos relations avec nos partenaires culturels et avec les artistes en particulier, puisque en dehors de nos expositions, nous programmons une quarantaine d'événements par an avec des institutions culturelles dont c'est le métier. Je vais par exemple citer l'Opéra de Nice, mais également un organisme de formation circassien qui s'appelle Piste d'Azur, qu'il était important de maintenir le lien avec eux, de continuer à espérer faire nos programmations. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que le confinement se prolongeait, d'imaginer des façons de maintenir cette programmation et de les soutenir également. Et je pense en particulier aux jeunes artistes que nous pouvons solliciter pour des performances, pour des événements nationaux. À cet égard, pour la nuit des musées, nous avons un peu anticipé le confinement en se disant que les risques étaient multiples, que les conditions de déroulement de la performance prévue ne fonctionnent pas. Et donc, nous avions décidé d'en garder une trace par le biais d'un film. En fait, il s'est révélé que le film a permis une diffusion en live et ça nous a permis aussi de rémunérer ces artistes, même s'ils n'ont pas eu la vraie rencontre avec le public qu'on espérait. Et je crois qu'il faut qu'on garde ça à l'esprit. C'est pas toujours très facile parce que pour réaliser des films qui aient une qualité plastique et de construction suffisante pour pallier une vraie performance, il faut quand même se donner les moyens et il faut le dire, on n'est pas totalement encore outillé. Et personnellement, j'ai trouvé que pendant le premier confinement, on a donné beaucoup, par exemple, sur le site Culture chez vous, mais qu'on était vite confronté à nos propres limites en termes de, premièrement, capacité de bâtir un contenu collectivement et deuxièmement, capacité de faire des captations d'un niveau qui soit suffisamment intéressant pour que les gens aient envie de venir chez nous plutôt que d'aller regarder une retransmission d'un opéra du Met, par exemple. Donc, cette question de solidarité avec les artistes est très importante et nous faisons le maximum pour garder le lien avec eux et pour faire aboutir les projets que nous leur avions commandés, tout en espérant fortement qu'ils pourront un jour se réaliser avec un lien avec le public. Il y a enfin la question de la solidarité avec les collègues des musées. Alors, je dois dire que j'ai été assez impressionnée favorablement par ce qui s'est passé au moment du premier confinement. Et
la façon dont on s'est tous mutuellement aidés à reprogrammer nos expositions, à les reporter, à les prolonger. Et dans nos musées, c'est une question assez difficile, je dois dire, parce qu'il y a à la fois la question des prêts, et pour Chagall et pour Léger, nous sommes extrêmement sollicités pour des prêts à l'extérieur. Mais en même temps, comme on travaille, je vous l'ai dit, de façon mutualisée avec des fonctions transversales, il y a aussi l'impact que ça peut avoir sur nos équipes d'accrochage qui accrochent dans les 3 musées à la fois. Et donc, ces décalages temporels sont assez difficiles à reprogrammer. Alors, cette solidarité, j'ai trouvé qu'elle s'était fortement exercée. C'est peut-être un peu moins le cas maintenant que les choses durent. Et surtout, je crois qu'on est tous bridés dans les réponses qu'on doit amener à nos collègues parce qu'on est dans l'incertitude. C'est-à-dire que si on était réellement certain qu'on rouvre le 7 janvier, il serait facile pour nous de prendre des décisions. Mais devant cette incertitude, nous sommes tous un peu médusés de faire des plans qu'il faudra refaire entièrement un peu plus tard. Sur la question de la solidarité, en ce qui concerne les prêts, il y a une question sur laquelle il y a eu des débats avec des collègues. Certains collègues estimant que dès lors qu'on ne peut pas convoyer, on ne peut plus prêter. Personnellement, je ne suis pas tout à fait de cet avis et je regrette que certaines structures gèlent complètement leurs prêts en disant: «On ne peut pas convoyer, on ne prête plus». Sur la question du dialogue, avec les collègues, de façon plus large que simplement la gestion des prêts, là aussi, je trouve que la situation a tendance à un petit peu se dégrader. Les coups de fil qu'on pouvait passer aux collègues du territoire, aux amis, petit à petit, je trouve, se font moins nombreux, peut-être parce qu'on est, chacun un petit peu avec nos interrogations et un peu fatigués, qu'une interrogation, succède à l'autre. Ce que je peux dire, c'est que pour notre part, nous avons quand même réussi à monter des projets et nous sommes en ce moment en train de finir d'installer, une œuvre, très importante de Fernand Léger, qui est le transport des forces et cela, nous pouvons le faire grâce à un dépôt du CNAP, qui a mis l'œuvre en dépôt chez nous pour 5 ans et qui, nous a vraiment aidés alors que toutes les circonstances étaient assez négatives pour faire cette installation monumentale pour que ça puisse se dérouler dans les meilleures conditions. On les a bien sûr tenus très au courant, mais ils nous ont fait confiance pour l'installation. Et je voudrais insister, peut-être en partant de cet exemple, sur la nécessité de construire des projets à plus long terme. Et la question des dépôts, évidemment, y est favorable, parce que ce qui se pose à nous, c'est aussi des questions de temporalité. Et finalement, dans un premier temps, on a été dans une attitude d'adaptation, aux nouvelles circonstances, en espérant qu'elles n'allaient pas durer très longtemps. Et en fait, on voit que ce sont des révolutions beaucoup plus profondes qu'on doit faire et peut-être, qu'il va falloir réfléchir à cette notion d'événementiel. Je parle de l'exposition comme un événement, qui dure en général 3 mois, mais je parle aussi de toute la programmation que nous faisons, pour que nos musées soient fréquentés régulièrement et en particulier par un public local au-delà du public touristique que nous accueillons. Alors je vais en terminer en vous disant que pour moi l'un des sujets, les plus délicats, dans le thème des solidarités, c'est la question des solidarités avec notre, public. Et je crois que c'est lié au fait que, nous sommes habitués à un dialogue, relativement vertical avec nos publics, même si tous, nous essayons de faire une plus large part à l'interactivité, à l'échange, de donner une place à nos publics dans des expériences du musée un peu différentes. Ça reste, un thème qui est, je trouve, difficile à travailler, tout simplement parce que, il nous faut inventer, de nouvelles formes, mais également parce qu'il faut trouver des outils de communication. Hem, Ces outils existent, mais dans le sens le musée vers le public et je pense qu'il faut aussi qu'on réussisse à faire l'inverse. Voilà, donc je m'arrête là. S'il y a des questions, je reste avec vous, quelques instants,
mais je suis désolée, je ne vais pas pouvoir rester avec vous pendant toute la rencontre. Euh, Oui, merci beaucoup, Anne Dopfer, de cet exposé très, très intéressant, très, très dense et très précis. Vous nous aviez prévenu, je sais que vous ne pouvez pas rester avec nous pendant toute la session et c'est bien dommage. Mais peut-être s'il y a déjà des questions, il y a le chat, si vous voulez, certains d'entre vous poser des questions à Anne Dopfer. En tout cas, il y a plusieurs points que dans le débat tout à l'heure, avec ou sans vous, on mettra peut-être sur la table l'un qui nous concerne tous, bien sûr, et qui est dans notre cœur à tous, c'est cette question d'incertitude. C'est vrai que probablement une des choses les plus perturbantes de l'organisation au travail, c'est l'incertitude, mais qu'y faire? Je pense que nous ne sommes pas tout à fait au bout de nos incertitudes avec cette maladie et cette pandémie. Et puis l'autre point que vous avez abordé qui est vraiment intéressant tel que vous l'avez posé, c'est la question de la solidarité avec les publics. On en reparlera tout à l'heure, peut-être que vous serez encore là, sinon on en parlera avec les participants et avec les autres intervenants, mais peut-être je vais tout de suite passer la parole avec Claire Cesbron, que je vois prête, prête à intervenir. Claire Cesbron, l'une des questions qu'on a envie de vous poser est autour de la réinvention du métier de médiateur culturel, peut-être l'émergence de nouveaux besoins de formation aux outils numériques pour garder les contacts avec les publics. Comment avez-vous organisé votre activité pendant ces derniers mois? Oui, bonjour. Je vous remercie également de m'avoir invité sur cette rencontre. Effectivement, j'ai une casquette de responsable du service des publics de 2 musées mutualisés, donc le musée de Pont-Aven et le musée de la pêche à Concarneau. 2 musées, je vais effectivement revenir aussi sur le contexte de ces musées, 2 musées mutualisés depuis 2012. Donc, 2 équipes qui ont appris à travailler depuis quelques années en commun et sur 2 sites distants. Donc, c'est un peu la même intervention que précédemment. On connaissait le travail à distance. On avait effectivement pris en compte notamment ne serait-ce que par des outils, pris cette habitude de travailler de manière à distance, mais le confinement et cette situation de crise sanitaire nous a quand même un petit peu bousculé. Moi, je voulais, dans cette intervention, peut-être revenir sur le premier confinement et le deuxième confinement qui, à mon sens, n'ont pas été vécus de la même manière. C'est vrai que le premier confinement a été vécu comme un temps d'adaptation, d'urgence, avec une temporalité nouvelle. Et donc, au-delà effectivement du début de mise en route des équipements, alors même si pour moi la barrière technologique et technique n'a pas été si lourde que ça, puisqu'on a quand même été soutenu, et aujourd'hui il y a des outils pour permettre de travailler à distance et de s'adapter. Mais le premier confinement, voilà, a été vécu par les équipes comme étant un temps donné où on pouvait même aussi recentrer notre activité, faire des choses qu'on avait peut-être moins le temps de faire auparavant. Donc, on a su s'adapter dans un premier temps. Et puis, le deuxième confinement qui revient, eh bien, a vraiment été un virage et un deuxième questionnement. Les équipes ont vraiment vécu ça comme une redéfinition de leur mission. Et effectivement, on a nous le contact avec le public normalement quotidiennement, et là, n'étant plus possible de la même manière, puisque le contact avec le public, on a essayé de le maintenir, mais différemment, et le fait de revivre ce confinement a vraiment reposé la question des missions. Donc, voilà, moi je voulais insister sur le fait qu'il y a eu 2 temps, enfin en tout cas comme nous on l'a vécu, et que les échéances n'étant pas les mêmes, on a du coup sans doute reposé les questions différemment.
Voilà, et effectivement, avant de passer vraiment à cette question de solidarité, de détailler un petit peu la mise en place, l'idée d'incertitude et d'échéances qui se reportent et qui se repoussent, eh bien, c'est parfois effectivement assez complexe de devoir faire des choses et puis parfois les remettre en cause à cause de ces échéances qui ne sont pas tenues. Mais ça, on n'en veut à personne. Effectivement, c'est pas de l'ordre de notre fête. Donc, oui, je voulais revenir aussi sur la question des modes de travail et des solidarités. Donc, il y a eu tout à fait une mise en relation différente entre les équipes, entre les agents des musées et une question de réadaptation et de collaboration différente. Alors nous, je vous le rappelle effectivement qu'on a l'habitude de travailler à distance, mais le fait est qu'on a dû s'organiser et de mettre en place des outils peut-être plus précis pour organiser notre travail entre les différents services des musées. Bon, voilà, des outils comme Trello que vous connaissez sans doute, ou des outils d'organisation de travail. Et puis, on a effectivement engagé aussi une exposition collaborative et participative qui devait durer que quelques semaines et qui finalement va perdurer beaucoup plus longtemps. Et donc, les équipes se sont vraiment engagées dans cette démarche de collectif. On a donc développé un vote du public pour mettre en place une exposition et faire participer les publics. Donc, participer les publics en mode de confinement, c'était pas le plus simple. Les échéances se sont réduites. Mais on a vraiment eu ce sentiment que tout le monde s'est engagé de fait de la réorganisation de nos événements. Mais toutes les équipes ont été très solidaires pour voilà, mener à bien les projets. Et c'est vrai que dans un premier temps, on a senti vraiment un engouement pour mener tous les projets jusqu'au bout. Et puis, pareil, le deuxième confinement fait qu'on va, au-delà du projet peut-être à court terme, se poser la question de la pérennisation. Et là, au-delà des projets qui ont été réinventés et pu être menés, aujourd'hui, on va vraiment viser la stratégie et on va vraiment viser la pérennisation de nouvelles formes de rencontres et de nouvelles formes de relations au public. Effectivement, alors surtout dans le service des publics, où on a l'habitude de effectivement être dans l'expérimentation, dans la relation humaine. Là, ce deuxième confinement nous mène vraiment vers des stratégies qui ne sont plus des plans B, mais vraiment de l'ordre de la numérisation et de l'ordre de l'intégration d'un volet à distance qui devient pérenne. Donc ça, c'est vraiment ce qui a fait la différence, je pense, avec cette période, c'est que ce qui était peut-être assez exceptionnel devient du pérenne, ou en tout cas devient vraiment intégré dans la vie quotidienne. Alors, pour revenir aussi sur les questions de solidarité, moi, je pensais effectivement, bien sûr, à la solidarité avec les acteurs culturels du territoire. Je pensais aussi aux guides conférenciers. Sur nos musées, on fait intervenir des guides conférenciers qui sont à la prestation, puisqu'on fait appel à eux pour nous soutenir et nous aider à accueillir les groupes notamment et les publics qui viennent en nombre sur certaines périodes. Il se trouve que forcément, là... eh bien, les publics ne sont pas là. Et du coup, ça a été vraiment une vraie question de les aider et de ne pas les oublier, en tout cas, puisque c'est un acteur culturel qui fait partie de notre vie de musée. Donc, il a été choisi, effectivement, de maintenir les prestations qui n'ont pas été physiquement prévues ont été maintenues en termes de budget. Maintenant, de même, il va falloir penser à la pérennisation peut-être de certains dispositifs, parce que c'est effectivement pas tout de suite que les publics vont revenir, et pas en masse peut-être à cause des conditions sanitaires. Donc, il va falloir effectivement peut-être se reposer cette question-là. Et de même que tout ce qui est action culturelle avec des artistes. Alors nous, on ne travaille pas forcément avec des grosses institutions, mais souvent des artistes indépendants pour nous proposer des stages ou des événements ponctuels. Et donc, effectivement, on va devoir intégrer de manière pérenne
une proposition qui soit faite à distance, même si on ne peut pas la faire en direct, et même peut-être doubler les propositions à chaque fois pour qu'effectivement ces artistes puissent quand même puissent aboutir à ce projet qui avait été pensé et qui du coup n'aura peut-être pas lieu de la même manière. Donc c'est vraiment cette mutation qui me semble importante aujourd'hui et qu'il faut qu'on prenne en compte. Alors ça nous pousse dans des retranchements, ça pose effectivement la question des compétences et des formations. Et là, j'ai entendu parler de plan de formation 2021. Oui, le plan de formation, il a été complètement revu. Alors, il va falloir qu'on prenne le temps quand même, je pense, hein, de poser les choses et de voir ce qui peut être mis à long terme et pas de mener l'urgence de manière trop rapide. Donc, c'est vrai qu'il va falloir réfléchir à ces plans de formation, à intégrer tous ces nouveaux modes de travail aussi dans nos plans de charge. Parce que c'est pas simple de se réorienter, c'est pas simple de rajouter peut-être ces nouvelles compétences et ces nouvelles formes de travail. Donc ça pose encore beaucoup de questions, ça pose effectivement de nouveaux enjeux, de nouveaux défis aux équipes, mais j'ai la chance effectivement que sur notre équipement, il y a eu peu de réticence et qu'il y a eu de grosses volontés humaines. Alors, c'est là où je pense qu'il y a un travail de réseau qui peut aider les équipes, notamment sur les musées plus petits, comme je pense qu'on n'est pas des très gros musées, nous, les musées de Pont-Aven, les musées de la pêche. Et donc, cette idée de réseau avec peut-être une dynamique qui est prise en charge par les associations de médiation, les associations de conservateurs, les institutions globalement, aider à rendre cette dynamique pérenne, nous aider à réinterroger et puis nous aider aussi à faire des bilans régulièrement peut-être pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pour pouvoir vraiment s'engager de manière pertinente sur le long terme. Ça, c'est vrai qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup d'échanges entre collègues de musées différents sur les protocoles, sur les réouvertures, sur les jauges, sur des questions très précises. Mais je pense qu'aujourd'hui, le défi, ça va être de maintenir ce pari, de maintenir le long terme et effectivement de voir comment toute cette démarche qui s'est mise en place un peu en urgence peut être intégrée de manière intéressante et pertinente à long terme. Donc voilà, pas forcément des défis technologiques mais des défis à long terme sur de la formation et de l'intégration. Merci beaucoup Claire Cesbron de ce témoignage qui est très différent du premier et très intéressant. Vous avez beaucoup mis l'accent sur les questions de formation et je pense que tout à l'heure avec Léna Tokila, on aura l'occasion véritablement de parler formation, plan de formation, organisation de la formation. En attendant, je regarde bien sûr les questions qui sont posées dans le chat, sensibilité qui ne nous étonne pas à l'égard des métiers précaires et en particulier des métiers des guides conférenciers. On garde ça peut-être pour la discussion après. Je vais passer la parole maintenant à Romane Sarfati. Cher Romane Sarfati, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Alors je crois que ce matin vous aviez une matinée d'ouverture qui évidemment l'emploi du temps a été bousculé. Merci vraiment d'être avec nous. Je crois que dans les discussions préparatoires, une des choses vraiment intéressantes, une première question que j'ai envie de vous poser, c'est vous avez fait un gros travail de concertation en interne qui a permis de rédiger une charte du télétravail et aussi une charte du droit à la déconnexion. Donc les deux choses effectivement doivent aller de pair. Je ne suis pas sûre que ça aille de pair pour tout le monde. Je crois que vous avez beaucoup de choses à nous dire, mais cet aspect-là aussi, j'aimerais bien vous entendre en parler. Merci Romane. Merci Juliette, bonjour à tous et à toutes. Je vais essayer d'être courte pour laisser plus de place aux questions parce que cette période est extrêmement dense, extrêmement complexe.
Quelques mots pour vous présenter l'institution qui regroupe à la fois la Manufacture de Sèvres, le Musée national de céramique de Sèvres et le musée Adrien Dubouché de Limoges. Donc une institution sur 2 sites avec près de 500 km de distance entre eux, une institution qui regroupe une manufacture et 2 musées, donc des activités à la fois liées mais en même temps fondamentalement différentes du point de vue des métiers notamment, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc des activités qui vont de l'accueil en résidence d'artistes à la production dans les ateliers de la manufacture, en passant par la formation de jeunes apprentis qui apprennent les métiers de la manufacture, une activité de galerie d'art contemporain, car les œuvres qui sont produites à la Manufacture de Sèvres sont vendues à travers cette galerie, et bien entendu les activités que vous connaissez parfaitement bien, que sont celles de nos musées. Et donc, je vous dis tout cela à la fois pour que vous ayez à l'esprit la diversité de nos missions et de nos métiers, mais aussi pour vous dire que finalement, cette crise, depuis le mois de mars, nous l'avons vécue de manière tout à fait différente. À la fois parce que, Claire l'a dit tout à l'heure, le premier confinement et le deuxième confinement, c'est pas du tout la même chose. Les conditions ne sont pas du tout les mêmes, avec dans le premier confinement beaucoup d'urgence et d'une certaine manière peut-être moins, je ne parlerai pas d'habitude, mais en tout cas une certaine expérience quand nous avons dû nous mettre une deuxième fois en confinement. Et puis du point de vue des métiers, une grande différence, car lors du premier confinement, nous avons dû tout fermer, tout cesser brutalement du jour au lendemain, quelles que soient nos activités, nos métiers respectifs. Nous expérimentions de nouveaux protocoles que nous devions mettre en place avant même d'avoir des instructions claires de la part du gouvernement et du ministère de la Culture. Nous avions, vous ne l'avez pas souligné, mais je le dis aussi, nous avions l'école à la maison, et pour chacun d'entre nous, et tous ceux où l'école à la maison, en tout cas pas de dispositif de garde, qui ont rendu les choses extrêmement compliquées pendant ce premier confinement. Pour le deuxième confinement, nous a permis de faire la distinction entre les activités, je déteste ce mot, mais je le dis, les activités télétravaillables, donc qui pouvaient être pratiquées à distance, et celles qui ne pouvaient pas l'être et qui permettaient de continuer à exercer son métier sur le site. Pour nous, la grande différence, elle est, je ne vous ai pas donné de chiffres, mais je vous les donne. Nous sommes au sein de l'établissement 240 personnes, et sur les 240 personnes, nous avons 120 artisans à la manufacture. Et donc, du point de vue de l'établissement et de l'animation, du management de l'équipe de l'établissement, évidemment, avoir 240 personnes chez elles, ce n'est pas du tout la même chose que en avoir une grande partie, une grande majorité sur site et l'autre à distance. Donc, pour toutes ces raisons, ces deux confinements, parce que les conditions n'étaient pas les mêmes et que les métiers n'ont pas pu s'exercer ne se sont pas interrompus de la même manière, nous vivons cette crise de manière tout à fait différente. Pour évoquer peut-être un petit peu la question, être un peu dans le sujet des solidarités et de l'entraide, du point de vue justement des agents de l'établissement, pour nous, l'enjeu lors du premier confinement, c'était d'éviter à tout prix, pour ceux d'entre eux qui ne pouvaient pas travailler à distance, d'éviter à tout prix l'isolement et de maintenir le lien avec un certain nombre de gens qui, pour la plupart, n'avaient pas d'ordinateur, voire même pas de téléphone portable. Donc, il faut imaginer que pour nous, ça a été un vrai défi que de réussir à maintenir le lien avec l'ensemble des équipes à distance. Certains d'entre eux étaient partis au vert, et c'est tant mieux, et c'est tant mieux pour eux, mais néanmoins était parfois difficile à joindre. Et donc l'enjeu, ça a été d'éviter l'isolement, d'éviter même la précarisation pour un certain nombre d'entre eux, et puis évidemment pour les équipes qui étaient en télétravail, de nous assurer des conditions correctes, ne serait-ce qu'en
en termes d'équipement. Pour revenir sur d'autres agents, d'autres équipes, on a parlé un petit peu jusque-là des équipes, notamment des agents d'accueil et de surveillance. Ça a été une manière peut-être pas très développée, mais néanmoins qui s'est développée un petit peu pour eux, notamment lors du deuxième confinement, alors qu'ils devaient être rester d'une certaine manière à distance, puisque ils ne pouvaient pas, les musées étant fermés, ne pouvaient pas exercer leurs activités sur site. On a essayé de trouver une répartition équitable pour eux et de leur confier des nouvelles tâches en termes d'aménagement au sein du musée, notamment d'aménagement d'une nouvelle boutique au musée de Sèvres. L'entraide, elle s'est assez peu développée avec les autres institutions culturelles. Je dirais que dans la mesure du possible, nous avons maintenu les prêts, mais respecté les instructions qui nous étaient données par le ministère à ce titre. Je dirais qu'elle s'est plutôt développée avec les prestataires et avec un certain nombre de partenaires non culturels. Les prestataires que nous nous sommes empressés de payer dès que nous l'avons pu au mois de mars, de manière à ne pas pouvoir les mettre en difficulté. Et puis, un certain nombre de partenaires, je pense, pour être concrète, à un exemple, nous avons une orangerie et donc un partenaire qui organise des événements sur notre site à Sèvres et qui, bien évidemment, n'organise plus d'événements depuis plusieurs mois et qui nous a prêté l'orangerie pour nous permettre d'accueillir nos agents pour le déjeuner dans des conditions correctes, avec une mise à distance que nos lieux habituels n'autorisent pas. Un petit mot également pour dire ce que les équipes ont produit pendant cette période. Bien sûr, les équipes au sein de la manufacture, dès qu'elles ont pu reprendre leur activité, mais également tout ce qui a été produit à distance. Je pense en particulier à l'exposition à table, le repas tout un art, qui est une exposition très importante pour nous, qui devait être inaugurée à Sèvres le 16 novembre, qui devait être présentée au public à compter d'aujourd'hui, de demain, puisque nous comptions sur une réouverture au public, qui sera, je l'espère, présentée à Limoges au mois de juillet. Donc on est tenu en haleine, évidemment, sur la date de réouverture du musée pour pouvoir inaugurer cette exposition, qui donc a été produite pendant toute cette période. Les équipes se sont investies de manière absolument considérable et remarquable. On a parlé, je n'y reviendrai peut-être pas, également de ce qui s'est déployé sur les réseaux sociaux. Il est important de souligner que les équipes se sont déployées sur les réseaux sociaux et donc ont inventé des quiz, des stories et des contenus que nous ne développions pas jusque-là. Maintenant, effectivement, ça pose la question de ce qu'il se passera au moment de la réouverture, dans la mesure où les équipes seront et sont d'ores et déjà à Sèvres comme à Limoges mobilisées pour la réouverture. L'enjeu de la communication interne et du dialogue social ont été très importants et nous ont occupé beaucoup, parce qu'à force de faire, défaire, refaire, il a fallu le faire en lien évidemment avec l'ensemble des organisations sociales qui ont été extrêmement attentives à l'élaboration du plan de continuité d'activité, du plan de reprise d'activité. Et effectivement, Juliette, vous avez évoqué cette charte de télétravail. Nous avions prévu de l'engager plutôt l'année prochaine, mais effectivement, le contexte nous a amené à la mettre en place en même temps que cette charte du droit à la déconnexion. Alors, elle a été votée. J'avoue que l'engagement des équipes fait que les mails continuent à pleuvoir le soir et le week-end, mais ce n'est pas grave. C'est important, effectivement, que nous ayons pu mettre tout cela en place. Peut-être, pour en terminer assez rapidement, dire que c'est un poncif, le travail, et tout le monde en parle, y compris en dehors du monde des musées. Le travail à distance, c'est vrai que
C'est vrai que ça a été d'une certaine manière formidable de pouvoir organiser ces réunions de manière certainement mieux préparée et plus concise que nous n'en avions l'habitude. Maintenant, il nous manque cruellement ces petits moments, c'est Anne qui en parlait tout à l'heure, ces petits moments d'avant et d'après qui, moi en tant que manager, mais je pense que l'ensemble de mes managers ressentent la même chose, sont extrêmement importants pour faciliter la compréhension mutuelle. Je dirais aussi, et c'est important de le souligner, et peut-être que notre institution se distingue des deux précédentes de ce point de vue-là, cette crise a renforcé le lien entre Sèvres et Limoges. Nous avons, je le disais tout à l'heure, 500 km d'écart entre les deux institutions, c'est énorme. Et finalement, le fait de pouvoir organiser toutes les semaines des visioconférences a permis à la directrice du musée de Limoges d'être toutes les semaines avec nous en comité de direction. Également un certain nombre d'autres réunions de comités de programmation et j'en passe. Et également la préparation évidemment de l'exposition à table qui ne se serait pas passée de la même manière sans ces dispositifs de visioconférence. J'en conviens, ils préexistaient, on aurait pu y penser, mais la crise nous a amenés à les utiliser plus largement. Et enfin, on parlait tout à l'heure de la question du sens. Je pense que la question du sens de notre action a toujours été présente. Et elle est évidemment renforcée et je crois que c'est vraiment ce qui nous fait tenir. Je vois beaucoup d'autres établissements ou d'entreprises privées dont les équipes sont démobilisées. Évidemment, leur lien à la problématique économique, enfin la problématique économique est sans doute plus criante encore pour eux qu'elle n'est pour nous qui sommes accompagnés largement par la puissance publique. Je pense que c'est important de souligner cette confiance qui nous est permise aussi parce que économiquement nous sommes soutenus, mais aussi parce que non pas que les entreprises n'aient pas de sens, je ne voudrais surtout pas dire ça, mais d'une entreprise à l'autre, il est évident que la mission, le sens donné à l'action n'est pas la même et que nous avons, nous, beaucoup de chance d'avoir des missions culturelles, des missions de transmission, des missions liées à la création artistique qui nous poussent, quel que soit finalement les projets. Et enfin, pour vous dire que j'espère de tout cœur pouvoir vous accueillir à Sèvres puis à Limoges pour la réouverture des musées et surtout pour l'inauguration de cette exposition à table qui, vous l'avez compris, donc, est une exposition envisagée de manière assez traditionnelle mais néanmoins spectaculaire. Il va falloir qu'on se réinvente absolument donc sur les réseaux sociaux et sur d'autres médiums. On a prévu évidemment de communiquer largement sur les réseaux sociaux, mais j'espère néanmoins pouvoir vous accueillir physiquement très, très prochainement. Donc, invitation est lancée à ICOM France. Juliette, saisissez-la au bon dès qu'on pourra réouvrir, évidemment. Merci Raman, c'est noté hein, l'invitation et on la renverra. Moi, j'avais prévu de venir à la première date de l'inauguration, je m'étais inscrite, donc mon amertume est grande, mais on relaiera bien sûr toutes ces informations. Je crois que c'est important, le message qu'on reprendra et qu'on aborde énormément, nous, dans nos Zoom à Icon, de souligner à quel point la mobilisation des professionnels de musée n'a jamais faibli. Vraiment, n'a jamais faibli. On appelle ça la résilience, c'est un peu les mots sortis du Covid, les mots à la mode, mais c'est vraiment tellement frappant de voir que dès le premier confinement, les professionnels de musée se sont mis en ordre de marche pour réfléchir à ce que serait le musée d'après, avec dans l'idée, pour ceux en tout cas que nous avons réussi à entendre dans nos différentes séances de Zoom, qui quelquefois réunissent plus de monde qu'aujourd'hui, en tout cas tous avaient l'idée que l'on avait
que le moment était de réfléchir au musée d'après et de réfléchir à un musée d'après qui serait encore mieux que le musée d'avant. Donc ça, c'est des choses dont il faudra se souvenir lorsqu'on réouvrira, mais je pense qu'on sera tous là pour s'en souvenir. Et puis il y a beaucoup d'autres choses que vous avez dites, j'espère qu'on pourra en parler tout à l'heure, mais pour que chacun puisse intervenir, je passe tout de suite la parole à Béatrice Salmon. Béatrice Salmon, alors je ne vous vois pas à l'écran, mais je sais que vous êtes là. Voilà, ça y est, je vous ai retrouvé. Bonjour, chère Béatrice Salmon. Donc, vous êtes directrice du du Centre national des arts plastiques. Je le redis pour ceux qui n'étaient pas là au début. Et vous avez travaillé là dans le contexte spécifique d'un chantier de collection qui mobilise des permanents, mais aussi des contractuels. Comment vous y êtes-vous pris pour que le travail avance à son rythme? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation et cette occasion qui m'est donnée donc de peut-être mieux faire connaître le Centre national des arts plastiques, autrement dit le CNAP. Anne de Fleur l'a gentiment évoqué à l'occasion du dépôt que nous venons de faire à Biot de cette œuvre monumentale de Fernand Léger pour l'exposition internationale de 1937. Et effectivement, telle est notre mission donnée par le ministère de la Culture. Nous sommes un établissement public qui a cet objectif de soutenir la création dans le domaine des arts visuels à travers un diptyque d'actions. D'une part, le soutien direct aux artistes et à tous ceux qui peuvent les accompagner à travers une série de dispositifs de bourses, on peut dire les choses ainsi. Et donc ça, c'est vraiment une part importante de notre activité. Et puis l'autre segment concerne la collection qui est constituée par une forme de continuité assez exceptionnelle de la politique publique qui, depuis la fin du XVIIIe, considère que acheter de l'art aux artistes vivants est une forme de soutien. Et cette collection, qui compte aujourd'hui plus de 105 000 œuvres, effectivement, a vocation à venir, entre autres, être une ressource pour les musées. Donc, la différence majeure avec vous tous qui avez cette responsabilité que j'ai bien connue de disposer de collections pour les livrer au public, nous n'avons pas cette fonction directe, c'est par votre entremise et celle donc de tous ceux qui nous permettent de recevoir des œuvres en dépôt ou en prêt pour les montrer. Nous n'avons pas un rapport direct au public, mais nous avons ce réseau de professionnels que vous représentez, et c'est évidemment avec vous que cette question de la solidarité s'est posée au premier chef. Donc, comme mes collègues, j'ai bien évidemment constaté une vraie différence entre le premier et le deuxième confinement. Vous évoquiez, Juliette, ce chantier de collection qui a pris place dans notre maison depuis effectivement 1 an et qui est lié à la perspective d'un déménagement du CNAP à Pantin à horizon 2024, qui nous permettra pour la première fois dans l'existence de cette institution de réunir sur un même site et la collection et les équipes qui l'ont en charge pour un lieu qui aura une vocation là aussi plutôt destinée uniquement aux professionnels. Et donc, pour anticiper et favoriser au mieux les conditions de ce déménagement, nous avons engagé un chantier de collection qui a vocation donc à passer en revue les 40% de la collection actuellement dans nos réserves. Donc, par voie de conséquence, par rapport à ces 105 000 œuvres que j'évoquais, ça représente environ 40 000 œuvres qui vont donc passer par en différents canaux dans une chaîne de traitement qui nous permet d'obtenir à terme des œuvres
parfaitement préparés pour arriver dans les nouvelles réserves. Et effectivement, ce chantier de collection, il a été confié au terme d'un appel d'offres à un consortium de différentes compétences, à la fois régisseurs, restaurateurs, documentalistes, et donc, soit à peu près une équipe d'une grosse dizaine de personnes qui ont tous des statuts d'indépendants et qui sont dans nos murs depuis une année, dans une cohabitation évidemment très étroite avec nos propres équipes. Donc, l'effet immédiat de la crise et du premier confinement a été de suspendre ce chantier, ce qui était pour tout le monde un crève-cœur, mais qui, par rapport à cette équipe extérieure, était particulièrement problématique. Parce que pour le reste, le CNAP était déjà assez bien préparé à l'exercice je dirais, de la dématérialisation, du télétravail en termes d'équipement et d'expérience. Les choses étaient installées, on les a évidemment maximalisées, puisque nous avons parallèlement à ce travail sur le segment s'adressant aux artistes, multiplié les nouveaux dispositifs sur la base de fonds particuliers que nous a dispensé le ministère de la Culture et d'autres partenaires d'ailleurs, dans un vrai élan de solidarité, pour accompagner et aider les artistes à faire face à la crise. C'est clair, je crois qu'il mentionnait par exemple tous ces artistes qui interviennent dans les musées dans le cadre de la médiation et évidemment la fermeture des établissements a pour beaucoup d'entre eux été synonyme d'une vraie précarisation. Certaines structures et certaines collectivités ont pu permettre de la rémunération de ces artistes. Dans d'autres cas, ça n'a pas été possible et nous avions par exemple mis en place un dispositif de fonds d'urgence destiné à compenser ces pertes de revenus. Donc tout ce travail-là, il s'est fait sur un mode dématérialisé par rapport aux équipes, par les équipes du CNAP qui sont, je dois dire, formidablement dédiées à ces actions, avec beaucoup d'énergie, alors qu'elles sont peu nombreuses, et que donc nos moyens étaient décuplés, nos actions étaient décuplées, mais nous avions la chance d'avoir cette espèce de sécurité de l'emploi dont il faut rappeler, et Romane l'a fait, que c'est une spécificité française qui n'est pas partagée par nos collègues dans le monde entier et que ça nous donne quand même une sorte quand même d'assurance qu'il ne faut pas perdre de vue. Et ça nous donne aussi une forme d'obligation, je dirais, par rapport justement à tous nos contacts et collaborations que nous pouvons avoir avec des tiers qui ne bénéficient pas de cette protection. Donc, notre objectif était de revenir évidemment au plus vite dans des conditions de travail plus normales, sachant que ces conditions, elles ne sont pas normales évidemment, puisque sur tout l'aspect gestion des collections, nous sommes en permanence, comme beaucoup d'entre vous, à faire, défaire et refaire, puisque nos actions de prêt et dépôt sont évidemment contingentes des perpétuelles reprises d'agenda qui ont été évoquées largement et avec lesquelles nous avons là aussi une forme d'obligation de résultat et de solidarité par rapport à vous qui devez constamment revoir vos agendas. Donc, c'est ce que le CNAP a essayé de faire. Le deuxième confinement, évidemment très différent, a vu nos équipes d'abord de régie revenir. On a mêlé donc télétravail et forme de présence dans une forme qui est plus souple, qui nous a permis aussi de refaire un peu circuler les œuvres. On a évidemment été aussi dans cette capacité de faire revenir l'équipe du chantier des collections, ce qui a été également très important.
Et donc, ces éléments-là, aujourd'hui, nous permettent quand même de répondre à un certain nombre de demandes. Je serai par exemple demain à Bordeaux, au CAPC, où nous avons, depuis la fin du premier confinement, et là aussi en revoyant plusieurs fois la copie en termes de programmation, nous avons envoyé un dépôt de plus d'une centaine d'œuvres qui viennent très largement alimenter le nouvel accrochage des collections permanentes du CAPC et qui vont être livrées au public, j'espère, le plus rapidement possible. Voilà donc sur des registres un peu différenciés de la plupart des musées qui sont aujourd'hui présents, la manière dont le CNAP a vécu cette période, j'espère le plus possible au plus près des intérêts de toute cette chaîne que représentent les musées et aussi en accord évidemment avec les artistes avec qui nous avons évidemment une proximité naturelle et permanente. Voilà. Merci beaucoup, chère Béatrice, c'est très intéressant. Vous êtes toutes faites une grosse différence entre le premier et le deuxième confinement. Je crois que c'est une chose sur laquelle il faudra peut-être que vous nous éclairiez, vous éclairiez les publics qui écoutent, parce que je sens qu'il y a des leçons à tirer de ces deux expériences qui auraient pu être les mêmes et qui manifestement ne sont pas du tout les mêmes. Je vais passer pour qu'on ait vraiment bien le temps de l'entendre. Malheureusement, nos collègues commencent à arriver parce que le lien il y a eu un bug, vous l'avez compris. On a maintenant un peu plus de 50 personnes. Peut-être il faut quand même que ces personnes profitent de notre débat. Et j'ai passé la parole à Léna Tokila, que je ne vois pas à l'écran, mais je pense que je ne vais pas tarder à voir Léna. Donc Léna est à la fois notre collègue finlandaise, directrice du développement et de la formation de l'Association des musées finlandais, et vous êtes la présidente du très important comité international de l'ICOM qui s'appelle ICTOP et qui réunit tous les professionnels qui sont spécialistes des questions de ressources, de formation professionnelle, mais je crois on peut dire plus généralement de ressources humaines. ICTOP avait, il y a quelques années, chère Léna, produit un guide des compétences des musées qui a été très utilisé par les professionnels, un référentiel des compétences des musées. Alors je crois que vous y retravaillez en permanence, mais là, évidemment, on peut penser que ce référentiel va entrer un ensemble de nouvelles catégories professionnelles auxquelles, avant cette crise du Covid, personne n'aurait probablement jamais pensé, toutes ces questions du télétravail, mais pas que, naturellement. Alors, chère Léna, c'est la première fois qu'on vous invite à nos séances Zoom. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Vous avez un temps pour nous parler, si vous voulez, de votre activité à l'intérieur de votre institution, mais surtout, bien sûr, de notre comité international ICTOP. Peut-être pour nous dire ce que les musées du réseau d'ICTOP, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, ICOM à l'international, c'est 50 000 membres dans 135 pays différents. Donc, vous voyez, les comités internationaux peuvent rassembler jusqu'à 1000 adhésions. 500, c'est la moyenne, je crois. Vous allez pouvoir nous en dire un mot. Et puis, vous avez sûrement, bien sûr, entendu, si les traductions sont venues jusqu'à vous, ce que tous nos collègues ont dit sur la place de la formation professionnelle dans cette période. Alors, à vous la parole et sûrement à vous beaucoup de questions dans les minutes qui suivront. Thank you, Juliette. Thank you very much, and good afternoon
to everyone listening to this to my presentation. And so I'm Leena Tokila from Finland, and thank you very much for the invitation. It's an honor to be on this panel organized by ICOM France, and I represent here ICOM Finland firstly, and of course ICTOP. ICTOP is the International Committee for the Training of Personnel. And this committee is one of the oldest committees of ICOM, established in 1968. We are not a big committee, but it's a very effective one. And we hope that we get more colleagues from France as well as our members. ICTOP is dedicated to the training of personnel, both on university level and in continuing professional development activities. And our members are working in training and education sector related to museum and cultural heritage field. As the chair of the committee, I find it very important to discuss the current situation in the museum sector during this pandemic in many international events like this webinar now we are in. I also represent training institutions in the field of continuing professional development because I work for the Finnish Museums Association as a direct training and development. The Finnish Museums Association is a central organization for professionally run museums in Finland, and we provide a lobbying, information and training services for our member museums. My team is responsible for planning and conducting professional development training events and programs for museum professionals in Finland. And we get some funding from the state, and we work very closely with the Ministry of Education and Culture. So as we all know so very well, the global pandemic has had a major impact on the operation of museums. And some museums have opened their doors with strict security requirements. Others are still closed, as you in France. And visitors are not able to visit the museum physical premises. And the museums and museum staff had to provide audience with new and alternative ways to explore museum exhibitions and further activities. The digital leap in museums was enormous, and the pedagogical model applied can be described as learning by doing. Museum professionals had to learn quickly how to produce digital services, digital exhibitions, tours, and other ways to access and use museum collections. But this is something we of course already know. But I have to say, dear colleagues, that we are living strange times. We museum professionals need to discuss and share our knowledge during these difficult times. We have to encourage solidarity and partnership through dialogue in order to be stronger together in this crisis. And above all, to my mind, we have to operate so that museums can better adapt to the current pandemic situation and take care of the role and position of museums in society in the best possible way. When we are talking about human resource development in museums, I think we are the very essential concept is equality. And I would like to remind of the importance of this equality in organizations when it comes to capacity building. All staff members should be treated in the same way, regardless of the job or position in the museum. Equality includes access to education and training. All staff members should have access to training according to written individual development plan. And I'm very happy to hear that in these previous presentations, I heard that there are a lot of plans to train your staff. But this is not the case in every museum. So
this is something we have to work on. New online webinars and online courses have helped museums in this regard, as the number of online courses and trainings has increased globally. We are able to choose a course that interests our museum or museum staff without thinking about travel and accommodation costs. Many courses are also free, and attending these online trainings will also serve working time in that way. So I'm sure that in France there are a lot of training service providers as well who are willing to operate in the museum field and provide this kind of learning opportunities. One of the core issues related to the professional development is digital competence for museum professionals. But what is meant by digital competence? If we explore from the museum point of view, it should include topics like digital collections management with a digitalization strategy, automatization of cataloging, quality assessment of digitalization of collections, online collections publishing, digital accessibility, digital learning programs, digital visitor experiences, and so on. But should we not forget the digital competencies of our audiences, of our visitors? Are we as museums in the position, are we able to help our visitors to gain this kind of digital competencies in order to enjoy the digital services we provide to our visitors? If we are very well equipped with digital tools and devices and the programs we are offering our audiences, should we know what kind of competencies do our audience have? So this is a question of thinking. When talking about training, of course, we have to think about the near future. In these previous presentations, you were talking about these training plans for next year and how you have to revise them and write them all over again. And this is about thinking the future, thinking the new future. Education and training are the key factors in preparing for the post-pandemic times. To my mind, museum work has changed, will change, and keep changing. And when we are talking about this transformation, it needs acquiring new skills for the whole organization by recruiting or training your own staff. And when we are talking about new future, I feel that the questions of sustainable development and museums, or climate change and museums, or cultural environment knowledge in museums are topics that we should address as well, because we of course we have to concentrate on this pandemic and what are the impacts on museum operations right now. But after maybe next autumn, we are in the position that we have to consider these very important topics in our museums and how to prepare our staff and how to train our staff for this kind of topics. But we must remember that the conditions and operating environments are different around the world, even though the crisis seems to be very common to us all. And when talking about different countries, of course, it's different here in Finland, it's different in France, but of course we all share the
ICOM community. We are a part of ICOM community. But when we are talking about our colleagues, for example, in Africa, the situation and the operating environment is quite different. Just on Sunday night, we were talking with our colleagues in Namibia, and we were planning a joint project with African colleagues. And why? Because the role which museums have had in Africa it's been a very significant in tourism industry. And when there are very, very big difficulties in this tourism industry, the museums have to reconsider their role in society. And through this kind of joint projects, it's for example possible to find a new role in the field of education in local communities for the museums to help the societies to survive better. And I know that it's a very difficult task to provide you with a very global approach to the training questions, because there are differences in different countries. For example, when we are talking with our American colleagues from the museums in different areas of that very large country, we learn that for example, the phenomena of Black Lives Matter is has much more bigger role in the museum field as it does, for example, in Finland. I'm not quite sure about France's situation right now, but so the situations are different in different parts of the world, but something which unites us is how to prepare through training to our new future and the future of museums. In this regard, ICOM is an excellent network that provides an opportunity for joint discussions, learning, and knowledge creation. And I think I'm going to end here, and I'm very happy if there are questions and other comments to these presentations today. Thank you. Léna, vraiment merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et de votre témoignage qui dit des choses vraiment tout à fait importantes, parce que avoir une vision du reste du monde, bien sûr, entendre, comme vous l'avez dit avec force, que l'enjeu de l'après-Covid, ce serait l'égalité, et nommer bien évidemment la situation que vivent d'autres pays que les pays développés, les pays dans lesquels la culture est un bien public assez protégé. Parler de la Namibie comme vous l'avez fait, parler des relations Nord-Sud, c'est vraiment, je crois, tout à fait à sa place dans un débat comme celui d'aujourd'hui. Et vraiment, je vous en remercie. Je vais dire un point technique, il est 14h28 et on est censé s'arrêter à 14h30. Mais comme on a eu un petit peu de bug au départ, je propose à ceux et celles qui peuvent, et parmi nos conférenciers, peut-être certaines pourront pas rester, mais je propose qu'on se donne au moins un quart d'heure de plus pour que ceux d'entre vous qui veulent poser des questions puissent vraiment le faire à nos orateurs, nos oratrices qui ont vraiment été remarquables, et je ne sais comment vous remercier. Pour lancer peut-être les choses, moi il y a deux questions que j'ai cru percevoir dans presque toutes vos communications. C'était l'une
qui me vient à l'esprit, c'est évidemment autour de la question du télétravail. Qu'est-ce que c'est on pense tous que le télétravail va d'une manière ou d'une autre avoir pris des positions, pris des marques, se prolonger, pas évidemment aussi généralisé, mais peut-être s'installer dans nos modes de travail. Et j'ai comme ça une question, c'est quelles sont les conditions d'un télétravail heureux? J'ai entendu, Roman, que vous parliez, vous êtes la seule à en avoir parlé, de la différence qu'il y a entre travailler chez soi avec des enfants dans les pattes et vous travaillez chez soi avec un bureau, un ordinateur, un téléphone portable dernier cri. Évidemment, il y a des discriminations, des inégalités, comme le dirait Léna, qui sont extrêmement importantes. Comment trouver, comment donner à chacun les mêmes chances par rapport à ces nouvelles formes de travail? Je pense au télétravail, mais il n'y a peut-être pas que le télétravail. Je sais pas est-ce que certains ont envie d'intervenir sur ce sujet, de répondre à cette question? Qu'est-ce que le télétravail heureux? Roman, peut-être? Oui, très rapidement, effectivement, c'est une question de conditions, donc de conditions évidemment matérielles. On a beaucoup parlé d'outils informatiques, d'accès aux ressources. Mais ensuite, ça pose la question de l'espace dans lequel on travaille chez soi, suivant qu'on est dans 20 mètres carrés ou dans 150 mètres carrés avec un espace dédié, c'est pas du tout la même chose. Et effectivement, entre le premier confinement et le deuxième confinement, quand les enfants étaient pris en charge, évidemment, ça n'était pas du tout la même chose. Donc, ça fait partie des aspects qui sont importants. Et ensuite, je pense que tout est affaire d'équilibre, hein, c'est-à-dire, et c'est là que la question de la charte du télétravail, comme on la conçoit à Sèvres, mais sans doute comme vous pourriez la concevoir si vous n'êtes pas encore dans une démarche de charte, c'est l'idée de trouver le juste équilibre entre le travail sur site ou au travail, devrais-je dire, et un peu de travail chez soi. Donc, on ne travaille pas forcément sur les mêmes sujets. Il n'y a rien de plus agréable que de rester chez soi quand on doit écrire un texte, préparer un discours, rédiger des notices ou que sais-je. Enfin, en tout cas, sur des moments où on doit pouvoir être concentré. Et en même temps, on se réjouit quand on revient sur le site de travail, de retrouver les collègues, de boire un café avec eux, d'échanger sur différents sujets. Donc, je dirais que voilà, il y a la question des conditions et puis ensuite de l'équilibre juste à trouver entre la distance et la proximité. Et est-ce qu'on forme au télétravail? Qu'est-ce que c'est qu'une formation au télétravail? D'une certaine façon, Léna, vous nous avez parlé de ce paradoxe de l'utilisation croissante, évidemment, de l'accès à la formation du numérique, quelquefois même gratuite, donc même souvent probablement gratuite. C'est peut-être un des paradoxes du distanciel. On est loin les uns des autres, mais on est quelquefois aussi extrêmement proches. On le voit, hein, on a eu quelquefois dans ces séances sur des plateformes numériques infiniment plus de participation qu'on aurait eu si on avait été dans un amphithéâtre. Le dernier qu'on a eu le 26 novembre, on a eu 28 nationalités différentes. Inenvisageable pour une soirée débat d'avoir 28 personnes qui se déplacent de leur pays pour être là. Donc, il y a cette espèce de paradoxe qu'on est plus loin les uns des autres, mais en même temps peut-être plus reliés les uns aux autres. Est-ce que dans le travail lui-même, à votre avis, il y a des formations qui permettent qu'on soit égaux devant cette question du télétravail? Of course, there are. Actually, we are in our own association, in the Finnish Museums Association, we are preparing a series of webinars for museum directors to how to manage these, how to be good managers for remote workers, because there are several issues to take into account too. I mean that. For example, that you have to contact your team workers
on a regular basis. You have to meet them online several times. For example, during a week, you don't leave them alone, for example. So to connect and to communicate with the staff, that's one essential part of the remote work, managing remote workers. But yes, so there is training for this kind of for directors or team leaders, how to manage this kind of remote work. But to my mind, the other part of the question or comment was about this the availability of online webinars or courses, online courses we now have on international level, on national level. I think this is, as I mentioned, it's about the concept of equality. I mean, there are a lot of countries with a lot of museum professionals who are not able to join these, for example, ICOM conferences because of the high travel costs, high accommodation costs. But now they are able to join. For example, the ICOM Triennial conference last summer, there was a lot of participants in these meetings because of this online participation. So on the other hand, I'm very pleased with this kind of possibilities. On the other hand, when we are talking about museums as organizations in the situation that almost all of the staff are working remotely, there are these problems within this SIT as well. Merci de cette réponse. Je vois, il faut que certains d'entre vous posent des questions, bien sûr. Je vois notre collègue d'ICOM Grèce, Téti, qui est dans la salle avec nous, même si je ne vois pas son visage. Téti, est-ce que vous avez envie d'apporter un témoignage, de prendre la parole à ce stade de notre débat? Vous êtes impliqué avec nous dans l'organisation de ces Zooms sur cette question solidarité qu'on a décidé de traiter sur un cycle de 10 séances. Et est-ce que vous avez envie d'intervenir? Vous n'êtes pas obligé du tout, mais puisque je vous vois dans la salle, je vous propose la parole. Oui, merci beaucoup. J'ai suivi presque tous les séminaires que vous avez organisés. Ce sont des séminaires très intéressants, les webinaires plutôt. Et je pense que le sujet que nous avons traité aujourd'hui, c'est très important. Nous pouvons continuer peut-être, parce que, à dire la vérité, en Grèce, on n'a pas encore abordé à fond ce sujet, mais peut-être nous tous, nous pouvons continuer nos débats et pouvoir arriver à un stade intéressant. Je trouve très intéressant tout ce que notre collègue de l'ICTOP nous a raconté. Et nous croyons qu'elle peut très bien contribuer aussi à nos travaux. Nous allons travailler ensemble dans le projet de solidarité et je pense qu'on peut avancer bien tous ensemble. Merci. Thank you. Oui, merci Téti. Pardonnez-moi, j'avais mal mis mon micro. Je fais un peu le tour de certains de nos collègues internationaux que je connais. Stéphanie Winzerit, qui est souvent avec nous. Stéphanie, tu as envie de dire un petit mot depuis ton Allemagne? Voilà, le temps de raccrocher le micro et la caméra. Alors, malheureusement, dû au bug, je n'ai pas réussi à vous rejoindre assez tôt pour avoir suivi une grande partie des débats. Oui, la question de solidarité en Allemagne, bien sûr, elle est présente et les questions qui sont évoquées dans ce sujet d'aujourd'hui sont présents, mais je ne pense pas qu'il y ait une très grande différence par rapport à la France. Comme dit, je n'ai pas suivi les débats tout à l'heure, donc je suis un petit peu arrivée comme un chien dans un jeu de quilles, mais je crois qu'il y a une obligation de parler. On a une situation assez similaire par rapport à la France de ce côté-là, je pense.
Oui, merci. Qui a envie d'intervenir? Moi j'avais pas mal de questions à poser à nos orateurs, mais c'est encore mieux si c'est vous autres participants qui les posez. Malgré la facilitation de ces petites étiquettes où on est tous égaux devant l'ordinateur, je vois pas tant de questions se posent. Vous avez abordé certains, je crois, Romane, peut-être Claire aussi, ou Anne, je ne sais plus, on a pas mal parlé de la particularité, la singularité française, peut-être on peut dire européenne, d'un système qui a beaucoup soutenu ces musées et ce qui évidemment induit des comportements assez différents. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous pensez que le soutien public a favorisé la solidarité? La solidarité des gens entre eux, la solidarité avec les métiers précaires, par exemple. Est-ce que vous pensez que cette caractéristique du soutien a joué favorablement pour la solidarité? Claire, vous voulez répondre? Oui. Juste, moi, je pense qu'à long terme, ça va jouer. Alors, c'est vrai que je ne suis pas directrice d'une structure, mais concernant les relations avec les artistes, le fait de pouvoir défendre quand même leur action en proposant un paiement d'une prestation, alors sous une autre forme, etc. Mais en tout cas, je pense que le soutien des collectivités qui n'ont pas tout annulé va pouvoir renforcer la solidarité à long terme. On ne les a pas oubliés sur le moment, il faut que ça dure, ça va être l'enjeu et le pari, mais je pense que ça peut favoriser quand même sur le long terme. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de réagir ou de poser des questions? Alors, notre prochain, on a dépassé notre horaire, notre prochain débat virtuel, on appelle ça des débats virtuels, portera sur le thème de la mutualisation, avec une question que tout le monde n'a pas bien comprise, donc j'assume le caractère un peu tordu de cette question. Je disais, mutualiser est solidaire. Jusqu'où partager compétences, contenu, innovation, budget. Je crois que c'est une façon de continuer le débat d'aujourd'hui, de s'interroger sur le fait de savoir si finalement la situation qu'on a vécue depuis plusieurs mois, avec 2 temps bien marqués, si j'ai bien compris votre expérience à tous, un premier confinement, un deuxième confinement, en tout cas en France, compte tenu de l'organisation qu'on y a trouvée, qui ont été extrêmement différents. Est-ce que ceci instaure, à votre avis, des changements, des changements durables dans le partage des compétences, dans le partage des contenus entre musées, dans le partage des budgets? J'ai posé la question, mais ça, je n'y crois pas. Mais néanmoins, est-ce que vous pensez qu'il est en train de s'installer des changements durables dans cette question du partage? Je pose encore une fois la question à Romane, peut-être, puisque vous avez beaucoup insisté sur le partage entre Sèvres et Limoges, et je crois que c'est un aspect que vous soulignez comme plutôt positif. Oui, absolument. Bien sûr, déjà en termes de communication, d'une certaine manière, je l'ai dit tout à l'heure, la communication s'est renforcée entre les équipes. La question du partage, c'est une question importante et qui a présidé au moment de la fusion entre Sèvres et Limoges. On nous a dit, je ne dirigeais pas l'établissement à ce moment-là, mais l'enjeu était de dire finalement, nous avons 2 musées nationaux de céramique, peut-être qu'il y a un certain nombre de choses à partager et à mettre en commun. Alors, d'un point de vue scientifique, c'est assez évident. Du point de vue de la communication, peut-être un peu plus compliqué parce que les marques de Sèvres et de Limoges ne sont pas forcément comparables, en tout cas ne se positionnent pas de la même manière. Et enfin, et ça c'est vraiment le sujet fondamental, mutualiser des équipes à 500 km de distance et quand les équipes sont elles-mêmes assez restreintes,
c'est une difficulté. Donc, je dirais mutualiser quand on a un petit peu de marge ou quand on a une institution forte et une qui serait peut-être plus fragile et qui aurait intérêt à bénéficier de celle qui est plus forte, oui. En l'occurrence, malgré peut-être les apparences, ce n'est pas exactement le cas à Sèvres et à Limoges, et donc on est encore au sein de cette institution en train de travailler sur ces coopérations, sur cette mutualisation qui existe sur le plan administratif. Mais pour prendre un exemple, mutualiser la question des ressources humaines, quand on a 2, 3, 4 personnes au sein d'une équipe, ça ne marche pas parce que fondamentalement, les dossiers sont là et que les gens sont là et qu'il faut les accompagner. Donc voilà, c'est une question qui est très importante, qui est importante avec ou sans crise sanitaire. Et je crois que c'est très important de savoir d'où on part avant de s'embarquer dans des objectifs qui pourraient relever un peu de la technostructure, si je peux me permettre de le dire ainsi. À vous entendre, il y a un mot qu'on n'a pas entendu pendant toute cette période, mais c'est un mot un peu mal vu, qui est le mot de polyvalence ou de polycompétence. Finalement, on sait bien qu'en réalité, à l'intérieur des établissements, les gens ont pris des tâches qu'ils n'avaient pas à prendre, se sont entraînés différemment, ou au contraire, renoncer à un certain nombre de leurs tâches. Mais voilà, cette organisation, ces nouvelles formes d'organisation, on sent bien qu'elles ne pourront pas être tout le temps en création. Il faudra bien qu'à un moment, on fasse le bilan en positif et en négatif de ces expériences que nous avons tous vécues pendant ces derniers mois. On va peut-être s'arrêter là. Je ne veux pas priver quiconque de parole. S'il y a des envies d'intervenir, je ne vois pas de questions dans le chat, je ne vois pas non plus de main se lever. Vous savez comment vous pouvez faire si vous voulez lever la main. On va peut-être s'arrêter là. Je vais vous remercier, mais vous donner 2-3 petites informations sur notre activité à venir. D'abord, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais vous trouverez sur notre site, outre le juste lien pour connecter à cette réunion, vous trouverez le communiqué que nous avons publié ce matin pour donner du courage à nos collègues dans cette période, et pour commenter un peu la décision de laisser les musées fermés, que je l'ai dit au début de mon intervention, une décision, il ne pouvait certainement pas en être autrement. Ce qu'on peut peut-être souligner, c'est qu'on l'a appris tardivement et que certains de nos collègues tweetaient encore sur le fait qu'ils étaient en train de briquer les derniers panneaux de signalisation ou de mettre en place les tout derniers éléments. Donc, il y a eu un petit effet peut-être de surprise, de sentiment d'être pris de court. Et je crois que ce qu'on dit dans notre communiqué, c'est qu'il ne faut pas que ce sentiment prenne trop de place et qu'il faut se mettre très vite, on en est tous convaincus, dans la période de la rentrée, en espérant qu'on ouvrira effectivement le 7 janvier. Vous l'avez souligné, le plus difficile est sans doute l'incertitude, donc il sera important qu'on sollicite effectivement des informations aussi précises que possible et aussi vite que possible. Donc notre prochain, on est parti sur ce cycle de 10 séances, c'est la deuxième aujourd'hui. Ce cycle, par rapport au premier que certains d'entre vous ont suivi, a cette particularité qu'il est monté avec nos collègues à l'international. Merci Téti, notre collègue Greg, qui est notre partenaire. J'ai vu que Johanna de Finlande était avec nous aussi. Elle est également notre partenaire sur ce projet de cycle, ainsi que nos homologues d'ICOM Israël, qui sont également, vous le savez tous, durement touchés par cette pandémie. C'est un site qui a pour thème générique solidarité. Je viens de le dire, la prochaine session sera sur la thématique mutualiser
solidaire, puis s'en suivront tous les troisièmes mardis du mois à 13h, entre 13h et 14h30, des débats comme celui-là, donc lancés par des personnes que nous invitons et qui nous, encore une fois, nous avons grande reconnaissance qu'ils acceptent de participer à animer ces débats et à les lancer. C'est toujours tellement, tellement précieux et tellement intéressant. Merci à vous cinq aujourd'hui. Puis nous continuons bien évidemment ce qu'on appelle nos débats déontologiques, qui sont des séquences un petit peu plus longues, 3 heures, 3 heures et demie sur des sujets plus de fond, moins liés à l'actualité du Covid. Le prochain aura lieu sur la question de la recherche et musée. Je pense que ce sera aussi un moment tout à fait précieux. J'ai vu dans les questions quelqu'un qui nous demandait où on en était, grosso modo, de la définition du musée. Bon, je crois que ça, on en parlera une prochaine fois, mais il y a un groupe de travail dont je fais partie. Et il y en a d'autres, je crois, dans cette salle qui en font partie avec moi, qui continuent à réfléchir à ce qu'on peut intégrer pour actualiser sans fracturer non plus la communauté des musées, mais pour actualiser la définition des musées qui, effectivement, en 12 ans, 13 ans, ont tellement changé, mais on sait bien qu'à la fin de la crise que nous sommes en train de vivre, il faudrait encore réactualiser. Donc, prenons le temps de cette réflexion. À nouveau, merci à tous et à toutes. Puis-je poser une dernière fois la question de savoir s'il y a une question, une remarque, un commentaire rentré? Eh bien non, apparemment. Merci beaucoup. Merci, chères intervenantes, tous nos collègues. À bientôt. Bon courage et puis bonne fête de fin d'année.